Très bien. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. We invite Professor Hussein Abdelkader from Hasiba bin Bouali Shlif University to present his communication entitled Hydrogen Chain and Algerian Strategy. Thank you, President. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, avant de commencer, je vais un petit peu. I want to thank Professor Bizali for his invitations. I will give congratulations for organization committee. And je vais un petit peu ne pas trop charger le match entre Hajmiani et professeur Bizali sur les composites, et donc je vais un petit peu. Donc ce sera une présentation qui ne va pas présenter certains résultats de recherche, donc que nous menons depuis 2008 sur les avoirs de stockage d'hydrogène. Et avec la collaboration du professeur Bizali, on a un projet dans le cadre d'un PNA avec son centrale qui est Magra Pipe, qui est sponsor de cet événement. Mais ce sera dans un contexte un peu plus large. Et on va voir beaucoup plus côté politique, comment on gère ce vecteur d'énergie. Côté beaucoup plus politique. So my presentation is entitled The Hydrogen and Algerian Strategy, and I will have some points. The first one will focus on context and energy transitions. Then I will present hydrogen solutions and why we are interested in this vector of energy. And we will pass after that to describe the hydrogen chain from production to distribution, transport, and some application uses. And mainly the main part is how to store hydrogens. And there are different media, different options to store it. In the state of gases by compression, to store it by the state of liquid by liquefactions, and to store it underground, and to store it in in other way in some solids and liquids. So here we are going to talk about this element of hydrogen chains. And we will focus of the strategy, Algerian strategy in this area of hydrogen, in the context of Euro-Mediterranean, in the context of what is the need of Europe about these hydrogens. I will begin about this slide, which describe and present the distribution of fossil resources from different continents, America, Africa, and Asia, and Russia, and other positions of distribution fuels. And the global distribution of fossil fuels such as oil, natural gas, and coal plays a critical role in international relations and has often been linked into conflict and wars. The wars in Afghanistan, in Iraq, in Libya, in Sudan, actually between Russia and Ukraine, and more in Gaza. So the source is energy. How to get the energy
from different countries. In the same context, so the most important energy issue facing the world are dependent on fossil fuels, climate change. It's one. Renewable resource depletion, energy security, access to energy, transition to renewable energy, and technological innovations. So they are the most important energy issue, problematic of energy where the world is facing to. So in this context of this issue and this problematics, many countries are looking to what? To diversify their energy mix, le bouquet énergétique. On essaie de diversifier afin principalement d'avoir l'indépendance politique, l'indépendance de la décision. Ça, c'est le paramètre le plus essentiel, c'est d'avoir notre indépendance en termes d'énergie. C'est ça que chaque pays œuvre afin d'avoir son indépendance. By what? By implementing a strategy to reduce this dependence on fossil fuels and dependence on two different countries and different continents, and increase their energy resilience by working on different axes or points, or taking some plan as making the current of energy in countries or in continent. First, making some objective and target, developing energy renewable, improving energy efficiency, developing storage technology, working on the area of legislation and politics, and education and training, and finally monitoring and evaluation. So this is the way, this is a different step that we can make into a plan to develop a strategy of dependence of energy. In this way, there were different regroupment of countries, and the last one is the Paris Agreement. So the Paris Agreement is an essential foundation of the global challenge of climate change. However, in order to achieve them, it is crucial that the countries must be a strengthening of government commitments, ensure that the mechanism for financing the fight against climate change are secured, and finally the implementations of the Paris Agreement will be the key of the success of the fight against climate change. So we must move from the classic energy to the eco-energy in uses. To do that, so we must work on different area or points, like investing in renewable energy. The countries must invest in this energy, renewable energy. Then improving energy efficiency, supporting electrical vehicles, improving public transport, implementing carbon policy, promoting research and development, what else? Public education and training, policy and regulatory change, and develop more and more international cooperation. So in this context, can hydrogen to give solutions of this problematic of this issue? So in order to decarbonize the industry and to get our independence from other countries or energy fossil, so the production using hydrogen is a major challenge in the energy transitions. So due to the requirement of energy transitions, the share of hydrogen in the energy mix, the bouquet énergétique, will continue to increase in the future. So the figures, as you see, we have a small part of electricity in 2020, and if we and we need to get renewable energy by developing axes of hydrogen
and it will be taking more place in the future where we fix 2050 to get this participations of hydrogens. So hydrogen is not energy, it's a vector of energy. It is not here to replace natural gases. It is here to add us to get our dependence and to work in eco-environmental. This is the objective of using or to call in hydrogen to give a solution of our issue. So hydrogen is energy carrier, is not a new energy or a magic substitute of natural gas. It has a wide range of applications and some advantages and some disadvantages. And we can get it from two most ways. The first one is from fossil energy. We call it the black hydrogen, and we can get it from electricity through electrolysis of water or splitting of water molecules by thermochemical or thermochemical process. And we show these two figures which translate the chain of hydrogens. Hydrogen, it's not a new word. Hydrogen, it's not a new word. So, year per year, the hydrogen growth and can be used in different ways. So, hydrogen as knowledge as an artificial molecule predictable through chemical reactions, metal and acid, in 1670. So it's so far, and he is named as hydrogen by Lavoisier in 1780, and he was used as in fuel cells around in 1842, and he was then inflated balance and airships in 90,000. Then we can see the development of hydrogen in different applications, in fuel cells, in vehicles, in aerospace, in military, and different areas. For our hydrogen chain, we can see this figure, which translates the first element of our chain is about production of hydrogens, then how to transport hydrogen and how to store it, and finally where we can use it and what is the different condition to use it to be safe. The first one, we are going to present different ways to produce hydrogens by hydrocarbons, by electrolysis, by gasifications, and how we can convert hydrogens, green hydrogen into green ammoniac or the methanol. Why we choose the ammoniac and methanol? Because Algeria needs to transport hydrogen in the first step by the formula of ammoniac and by the formula of methanol. This is the first step of hydrogen transport in Algeria. So the productions, we can get it from natural gas, from coal, from oil, from electricity, and we can use it in different areas as refining, producing ammoniac, in transport, or in methanol, in DLE, direct addition of iron, and others way. This is how we can produce hydrogen and how and where we can use it. For the refining, way to produce hydrogen, so we can see that le raffinage produit plus de 13 millions de tonnes d'hydrogène, et en même temps il utilise 38 millions de tonnes d'hydrogène. Donc c'est vice versa. Il le produit et il l'utilise en même temps. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'hydrogène, c'est pas quelque chose de nouveau.
Donc on pourra s'inspirer de l'état de l'art de l'hydrogène, d'accord, afin de développer certains médias de transport, certains médias de stockage et certains médias d'application. Ça c'est important. I can also talk about steam reforming, the different steps how to produce hydrogen by this way of steam reforming. By electrolysis, where we pass an electric current between anode and cathode in water to split it into hydrogen and oxygen, and we can get hydrogen from this way. This is anatomy of electrolysis hydrogen productions using solar photovoltaic to inject in a network of electricity, and we can use electricity to augment electrolysis, and we can get hydrogen about 30 bar and to store it and to use it or to inject it into a network of natural gas or others. This is another way to produce hydrogen by gasifications, which is a thermochemical process that converts carbonaceous materials such as coal, biomass, and or waste into synthesis gas, and we can see we have hydrogens in these productions, and we can get it after by filtrations. How we can produce green hydrogens? Using renewable electricity. So to get green hydrogen, we must get it from electricity. So this is the way how to get green hydrogens, and after that we can transport it and use it. This is talking about ammonia, and we see this chemical formulations with combination of nitrogen and hydrogen by the Haber-Bosch process. We can get ammonia, and we can export it from other countries. Here we talk about conversion of green hydrogen to methanol. It's the same way. Total transportations. So for large quantities, as it is the case with natural gas, hydrogen gas transport is done by pipeline or hydro pipelines. Whereas for smaller quantities, it is done by tracking compressed hydrogen compressed cylinders. So for big quantities, we use the pipelines, and for big quantities, so we can use vessels. As you see, it is vessels which is type 3 liner envelope coated by filament of composite using the filament welding. This is a hydroplane between Barcelona and Marseille, which is can transport hydrogens in the project of European project. Transportation, it's not new of hydrogen. It's not new. So we get the first hydrogen steel pipeline used to transport hydrogen. It's about 240 kilometers in Germany in 1938. Between 1940 and 1950, we transport hydrogens of ammonia using pipelines in USA. And in 1960, transport of H2 for oil fuel refining and the productions of various chemicals at Gulf Coast in USA. Then in 1970, we use a pipeline to transport hydrogens. 1973, 30 kilometers of pipeline network installed in Iceberg. Use this way to transport hydrogens, and improvement of safety and efficiency of hydrogen pipelines between 1980 and 1990. Then between 1970 and 2000, there's development of two hydrogen networks, one near USA, Texas, in two cities in USA,
150 miles extent of the pipeline from Plaquemine to Chalmette to transport hydrogens. And finally, between 2010 and 22, also they use pipeline to transport hydrogen. So we can get more information about this state of art to develop a new way to transport hydrogens. And as you see, this is a network, Europe network, concept to transport hydrogens, which has developed through different research projects. So in 2020 in Bayern, the Paris Agreement and Global Commitment to reduce CO emission have estimated an investment of in hydrogen infrastructures, coming the European hydrogen backbone, proposed the creation of a vast, about 530,000 kilometers of hydrogen pipeline. You imagine 530,000 kilometers of pipeline in order to transport hydrogen. So it's a big c'est un grand projet d'investissement afin de transporter l'hydrogène sur le continent européen. Avec un budget qui avoisine entre les 80 jusqu'à 180 billions de dollars. This cost estimated was calculated in April 2023. So, à partir de là, c'est des indicateurs en termes de longueur et en termes de budget. Ça montre l'intérêt du comité européen. Donc il y a un grand investissement et cet investissement est entouré par pas mal de projets de recherche, d'accord, qui travaillent sur la chaîne d'hydrogène en termes de production, transport, stockage and uses, d'accord. Bon, ça reflète l'intérêt très important et ça montre l'intérêt du comité européen afin d'avoir leur indépendance vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Algérie. Bon, ça c'est important. C'est pas de l'argent dépensé pour nos yeux. So in this order, we can see in this table some projects. So in Africa, we can see the Gasset project qui relie le Maroc et l'Espagne. Celui qui relie le Maroc avec la Mauritanie, c'est la production et le transport d'hydrogène, avec un budget qui est important et qui couvre certaines longueurs. On trouve aussi le H2Med project, avec 2 millions de tonnes of renewable hydrogen per year to create green energy corridors linking Portugal, Spain, and France and Europe. We can find also the project Equinor and RWE, Norway and Germany. We can also find another project, Moselle SAR hydrogen conversion between the Moselle and the SAR and the Lisbon, exemple, avec des longueurs de 70 km. Et en Algérie, il y a aussi un grand intérêt à notre pays, afin de couvrir un certain nombre de besoins du comité européen et de mettre en place le réseau qui relie l'Algérie et le Nigeria, avec une longueur de 4128 km, qui est destiné pour le transport d'hydrogène et qui pourra aussi héberger l'hydrogène, avec un taux qui est limité. L'Italie avec l'Algérie et Centrafrique, donc ils ont mis pas mal de conventions dans ce cadre-là, afin de produire et de transporter l'ammonia and hydrogen. So we can see the network in Europe and the South Corridor, which link to Algeria, Tunisia, and Italy. So in the same context, we can use the pipeline for big quantities and for des quantités un petit peu faibles. Donc on recourt soit au transport par des réservoirs, par des camions citernes. Et si la distance elle est un petit peu qui dépend d'un certain seuil de 3000 km,
Oui, on recourt au bateau afin de transporter l'hydrogène, mais à l'état liquide, et non pas gazeux. Pure hydrogen transport pipelines are mainly made from low yield strength mineral steel such as the A42 and typically operate between pressure of 5 to 85 bar pressures. Higher mechanical grades from X17 are more sensitive to H2 embrittlement. On pourra avoir comme scénario, c'est la fragilisation de la structure du réseau en présence de l'hydrogène. Donc ça, c'est un facteur très important si on veut se focaliser sur l'aspect sécuritaire. Pipeline H2 transport scenario. So we can have four scenario or 4 ways. We can transport it with GM, avec un certain dos, with the Russian. Transporter à l'état GN on the GN network, utiliser le GN network to transport hydrogens. Development of new carrier materials and development of new H2 barrier coating. So these are the way how we can transport hydrogens et correspondent parfaitement aux standards et normes internationales. La figure montre clairement qu'il y a pas mal d'injection d'hydrogène dans le réseau pipeline. Donc il y a un scénario de travaux qui ont été lancés afin de ne pas dépasser les 5% et quelles sont les conséquences de cette présence. Des travaux qui parlent de 10%, d'autres 20%, et pourquoi pas y aller à un transport pur d'hydrogène sans le mélanger avec le GN. Et ArcelorMittal, donc c'est une société internationale et qui avait, je pense, qui avait un pied ici en Algérie, donc a développé un matériau en métallique adéquat pour le transport d'hydrogène. Je ne vais pas lancer. Ah, c'est la concurrence. Chacun présente son produit. Chaque produit a ses points forts et ses points faibles. Moi, je travaille sur le composite. Mais ça n'empêche pas que de voir qu'il y a certaines compagnies qui ont pu mettre en place un matériau qui peut être adéquat avec l'hydrogène, avec une durée de vie limitée, avec un coût, avec. Mais ce que traduit cette figure, c'est pas ArcelorMittal. C'est juste qu'il y a les compagnies internationales ont à leur niveau des bureaux de recherche qui sont proprement liés à la société et qui travaillent afin de développer un produit. C'est ça le plus important. C'est ça qu'on peut tirer à partir de cette information. Donc, in October 2020, Corinth Pipe Works CPW delivered the first pipe at 140 kilometers high pressure network across Italy. The pipeline is designed to transport hydrogen at concentration of up to 100%. X65 grade steel and conform to ASME B31.12 option B. Another solutions, your pipe use epoxy is ready for use in 100% hydrogen transport pipelines. So here we can find the glass fibers with epoxy to transport H2 hydrogen. It's okay, Hajmi? It's okay? Tu n'as pas bougé. Je me suis resté bouche bée. Ah, d'accord. Donc chacun travaille dans son secteur afin de proposer son produit. If we move to the second media of our hydrogen chance, we can find how to store hydrogens, compressed, liquid, and chemic H2 storage, or underground.
So, to define the most effective method of storing hydrogens, we can play, or we must take 3 parameters in our considerations. So, the media storage must be the lowest weight and cost, high safety, and fast refueling is the first element. Then the quantity of kinetic absorption and distortion is the second criteria, and then the great gravimetric and volumetric capacity. This is hydrogen storage effective methods. This is good to see. We see here that to store hydrogens at atmospheric pressures, we need a volume about 11,000 liters in atmospheric pressures. In order to reduce the volume, we must compress it. So ammonia is compressed to go to, and we can have vessels about 1,400 liters. And if we go more than pressures and high pressures, we can get vessels about 24 liters in under 700 bars. Liquefied is less than, is about 40 liters to store hydrogen in state of liquid. This is how to compress hydrogen using compressors or to use a thermochemical compression. This is vessels used in cars to link it with les piles à combustible afin d'alimenter les moteurs électriques. The fuel cells, yes. This kind of vessels, or we can, the state of art montre qu'il y a 4 mouvements. Il y a le type 1 qui sont purement métalliques. Il y a le type 2 qui sont des métalliques enrobés juste la partie cylindrique avec des filaments composites. Ça permet d'augmenter la pression et de réduire considérablement le poids. Type 3, c'est on entoure entièrement l'enveloppe métallique. Ça permet de réduire considérablement encore plus le poids et d'aller à des pressions de l'ordre de 700 bars. Et pour le type 4, on utilise non pas du métal, mais c'est du plastique, enrobé avec du composite, et ça peut dégager au-delà de 1000 bars. Est-ce qu'ils sont normalisés? Oui, ils sont normalisés. Ils sont normalisés. Donc, ils sont sortis du stade de recherche au stade d'homologation et standardisés. Donc, le ISR, le ISO 15869 de version 2009 parle du type 1, type 2, type 3 et type 4. Là, on va sortir du compressé, on va parler de liquefied options. Donc la différence entre eux, c'est qu'on joue sur 2 paramètres. Pour la compression, on joue sur la pression et on essaye que la température reste autour de l'atmosphérique, mais la pression devra atteindre des hautes pressions afin de réduire le poids. Pourquoi? Parce que la taille d'hydrogène elle est plus petite, d'accord, très faible, donc on doit le comprimer afin de réduire le volume. Et on a le tableau qui montre la différence entre LH2 et GH2, liquefied hydrogens, qui a une capacité volumétrique de l'ordre de 0,070 kg par litre. Par contre, le gazeux, c'est de l'ordre de 0,030 kg par litre. Donc il y a un écart entre les deux. Donc c'est pour ça qu'afin de réduire beaucoup plus le volume, donc on peut aller envisager la liquéfaction. Liquéfaction, on va jouer sur le paramètre température qui devra descendre jusqu'à de l'ordre de moins 253 degrés Celsius. Donc c'est pour cela que nos tableaux de recherche active afin de garantir une isolation thermique parfaite, afin de protéger, de sécuriser cette température. Sinon, ça va engendrer quelques problèmes intérieurs. J'ai fait le temps? Oui, d'accord, merci. Là, c'est toujours la liquéfaction, mais c'est using spherical vessels.
Et c'est pas nous. Bon, il y a certains pays qui ont mis en place du stockage d'hydrogène dans des réservoirs sphériques. In Florida, we have a volume of tank 3,800 mètres cubes avec pour un stockage de 270 tonnes d'hydrogène. Donc ça c'est un indicateur. Japon, New NASA, et ils prévoient stocker un tonnage d'une chaîne de 3500 tonnes d'hydrogène. Donc c'est un projet qui est en cours. Toujours dans l'axe de développement qui est initié, qui est installé au niveau des entreprises, malheureusement ce n'est pas notre cas, Airbus is now developing advanced liquid hydrogen tanks to make a new era of sustainable aviation possible. Les gens investissent, ils mettent du paquet. Et le résultat, il est là. On peut se comparer. Et on doit se comparer. Cette figure, donc c'est une comparaison entre le liquide et le gazeux à différentes pressures. Ça sont différents temps utilisés, standards utilisés dans le cadre de stockage liquide. For chemical options, aussi c'est pas nouveau, donc ça date depuis 1974, qu'on arrive à stocker de l'hydrogène dans des solides, dans des matériaux solides, qui ont la capacité d'héberger, comme un hôtel, ils hébergent l'hydrogène à certaines conditions, et ils l'hébergent après payer certaines factures. Donc c'est le même principe. Donc ça date pas depuis 1974 jusqu'à maintenant, avec des quantités variables en fonction du matériau qui abrite. Là, c'est quoi? Là, c'est une hydrogen storage wafer. C'est une galette de matériaux de poudre qui a la capacité de stocker de l'hydrogène. Et ça peut faire l'objet de pipes. On vient déposer nos galettes dans un pipe et constituer comment dirais-je, un cube de pipe, d'accord, qui pourra alimenter qui pourra produire 5 mégawatts par heure, par exemple, et alimenter un village pour un mois, small town for 1 month. La contrainte là, c'est le poids. C'est le poids du contenant. Mais tout dépend de l'application. Donc si le poids ne pose pas de problème, on recourt à cette voie. Parce que ça ne demande pas high pressure et ça ne demande pas low temperature. Donc la température, la pression, elle est avoisinante dans une plage acceptable. Là, on peut recourir à ce mode de stockage d'hydrogène qui est stockage solide. En Allemagne, ils ont développé un nouveau matériau qui pourra aussi héberger de l'hydrogène. Et il est disposé sous forme de tube. C'est comme une pommade, dentifrice. D'accord? À l'intérieur, ça peut stocker de l'hydrogène, ça peut stocker de l'hydrogène, et ça peut alimenter certaines applications, telles que les fermes, telles que d'autres applications. Donc ça aussi, c'est un mode. Mais la différence entre modes, c'est quoi? C'est la pression et la température. Il y a le comprimé température qui règne autour de la pression, température atmosphérique, mais avec high pressure. Le liquide, c'est pression atmosphérique et low temperature, moins de 150 degrés, ça demande une technologie, ça demande beaucoup de sécurité, d'accord? Il demande de contrôle, il demande de sécuriser le contenant, et il y a le solide, c'est la contrainte de poids, et il y a ce produit-là qui gravite entre les deux. So used to supply H2 fuel cells, this magic path is essentially magnesium in power form. On se dit magnésium à l'état poudreux, qui a la capacité, avec de l'eau, d'absorber de l'hydrogène et de le stocker.
Et le tableau, ça permet de voir 1 kg d'hydrogène, ça peut être stocké dans une pâte d'un poids de 10 kg. Il vous reste 3 minutes. Oh, très bien. Là, c'est stockage sous forme liquide. Donc, ça aussi, c'est un domaine de recherche qui est très développé. Le underground, pour une grande quantité. Donc, pour nous, si on veut développer cet axe-là, est-ce que tout ce qu'on va produire, on va le livrer dans les pipelines ou bien on va le stocker une quantité? Le stockage de cette quantité devra passer par underground. Stockage souterrain, stockage géologique. Donc, le géologique, je reviens, géologique pour pouvoir 4 scénarios: underground storage of pure H2, underground storage of mixture with natural gas and H2, underground storage of rich H2 mixture with Cl, CH4 and CO2, underground with methanation. Là, je passe parce que c'est le détail underground. Oui. Let's talk about Algerian strategy. Algerian strategy, ok. Ouais. Oh mon Dieu. Là, c'est la politique internationale de décarbonisation. Là, ce sont les pays qui sont alignés cette stratégie, commençant par le Japon, suite à la fameuse catastrophe nucléaire. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à penser à l'hydrogène. Et il y a une période, donc pas mal de pays ont rejoint. On ne voit pas l'Algérie parce que l'Algérie c'était autour de octobre 2023. Donc qu'elle a mis sa première feuille de route. Ça c'est le Fukushima de Japon. Ça ce sont les piliers de la stratégie japonaise. C'est important de voir comment les pays ont développé leur stratégie. Pour s'inspirer, non pas copier-coller, s'inspirer et l'adapter par rapport à notre contexte. On n'est pas dans le même contexte que le Japon, mais que la France. Nous avons notre pétrole, notre gaz, donc on ne pourra pas être influencé par. Donc ça c'est important. Ça c'est les différents projets lancés en Europe. Oui, ça c'est important de dire ça. Europe has much less energy potential of hydrogen productions, the first parameters of European strategy. The inadequate availability of renewable energy in relation to the growing demand of electricity, and the limited land. L'Europe, c'est limité en termes de surface. On ne peut pas développer, couvrir le besoin à 100%. C'est impossible. Le quatrième, c'est l'opposition du public. Il y a une opposition du public à ce mode de stockage d'hydrogène. C'est pour ça qu'ils essaient de s'adapter par rapport à ces différentes contraintes. The European Commission is considering a strategy of importing up to 50% of its needs in 2030 and more. هذا le manque, elle va l'importer par pas mal de points. Parmi eux, le Nord-Afrique. C'est pour cela qu'on voit les corridors A, B, C, and D, and E, and we are in North Africa and Southern Europe, the corridor A. Ça sont les deux recommandations of Hydrogen Open Strategy. Pour la nôtre, pour notre pays, je demande un peu plus de temps, si vous permettez. 5 minutes. الحاجة البلاد, on ne peut pas. Il faut voir l'audience. On ne peut pas passer. Rapidement. Ok. L'Algérie possède pas mal de compétences, pas mal d'atouts. Ces atouts-là sont traduits par sa position géographique, par ses ressources, par ses nappes d'eau, par son réseau d'électricité vague et éparpillé sur tout le territoire algérien, par ses centres de recherche, universités et laboratoires. Ça c'est important, ça c'est un atout pour développer, par sa base industrielle. Et how now in the production of grey hydrogen and ammoniac refining. Nous avons aussi une compétence dans la production d'hydrogène pour l'ammoniac. D'accord? On a des raffineries. Donc, on s'est acclimaté avec l'hydrogène. Donc, cet atout-là pourra être utilisé pour le développement de cet axe. Ça, c'est the geographic positions of Algeria, significant wide potential, proximity to the Europe market, donc rapprochement
direct avec le marché européen et ses besoins, si des infrastructures portuaires, l'ensoleillement, les grandes surfaces, groundwater resources, what else, le network d'électricité, pipeline network, si on veut envisager de transporter dans le réseau actuel tel qu'il est, tel qu'il est, avec un taux qui ne dépasse pas les 15%. C'est limité, donc on ne peut pas répondre parfaitement aux besoins. Mais c'est une option, parce que devant un décideur, on doit mettre devant lui certains paramètres, certains indicateurs, et construire un tableau de bord qui comporte plusieurs scénarios. Le scénario Hadmiaï, le scénario Bouzazi, le scénario X, le scénario Y, et c'est à lui, au décideur, de choisir, selon les moyens, selon la demande, selon le marché, selon les besoins. Ça, c'est important. Ça, c'est le réseau Nigeria-Algérie. Donc, so Algeria aims to become a regional and international leader in the production of and marketing of 13 to 40 tonnes watt-hour of renewable hydrogens. Donc, elle vise à arriver à ce seuil-là en termes de production d'électricité par le biais de l'hydrogène. Développement des secteurs, ok. Domestique, ok. The roadmap of Algeria est circulé selon de développer le regulatory framework, développer la compétence humaine par le lancement de pas mal de formations pour les cas de Sonatrach et Sonagaz, parce que ce sont les deux locomotives de ce vecteur-là. Sonatrach d'un côté et Sonagaz de l'autre côté. Ainsi de créer cette information master professionnalisante au niveau des universités. Donc, ils ont créé une l'Ouest, je pense, Fécitif, l'autre Fiblida, l'autre, je pense, Fior, master professionnalisante sur l'hydrogène. Budget de financement. Également aussi. Ah, d'accord. Ici, il y a aussi. Cela. Non. Ici, il y a 2 ans, et également, il y a l'année passée. Ah, d'accord. Parce que ça fait des projets, projets pilotes. Des projets pilotes. Fait 3 universités algériennes. La coopération internationale et le deployment of hydrogen sectors. Là, on trouve quelque chose de concret. C'est pas du virtuel, c'est pas du blabla. Il y a des secteurs étatiques qui sont entourés, qui sont tout autour de développement de l'hydrogène. On trouve le Ministry of the Economy, Knowledge, Business, Start-up. On trouve le Ministry of the Environment and Renewable Energy. On trouve le Ministry of Energy and Means. On trouve le Ministry of Higher Education, c'est le nôtre. On trouve celui du financement. Et on trouve celui, le pilier, c'est le ministère des Mines et de l'Industrie. Et il y a une feuille de route détaillée, avec un échéancier bien prescrit. Donc, il y a une closing date 2023 to 2025. Qu'est-ce qu'ils vont en faire from 2023, de manière continue, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils, les acteurs de cet axe-là en termes de développement du capital humain. En termes d'intégration industrielle, il y a aussi une feuille de route de 2025 jusqu'à 2030 et qui regroupe certains secteurs étatiques, ce sont des ministères, avec leurs représentants. Côté financement, pareil. Côté axe stratégique, la coopération internationale, qui est en continu bien sûr, et des projets pilotes qu'on va les voir juste après. Et en termes d'import et d'export, on envisage de transporter l'hydrogène à partir de l'année 2030 avec des taux bien définis par rapport aux partenaires. C'est pour cela qu'ils ont visé de produire de Green Hydrogen Pilot Project and Export Reference Project. De 2030 à 2050, c'est la phase of development of local industry sectors, c'est à l'échelle locale. Et d'après cette référence, Global Gas Report 2020, donc l'Allemagne envisage d'importer de l'hydrogène à partir de pas mal de pays, et cette référence montre que le nôtre est le plus bas en termes de coût. Donc ça avoisine les 0,98 par kilogramme.
Donc 1 kg vaut 0,98 kg comparé à pas mal de sources d'alimentation de Germany by hydrogens. Donc, Sonatrach travaille sur le développement et la mise en place de trois projets pilotes. L'un à Arzeux, le deuxième à Hassi Mesroud et le troisième qui sera implanté à Hassi, le bassin de Birkin, afin de produire de l'hydrogène par le biais des électrolyseurs. Donc ça, c'est purement green hydrogens. D'une manière similaire, Sonagaz aussi est active dans ce secteur par la création d'une filiale nommée Sonagaz Énergie Renouvelable, afin d'y aller vers une capacité de production d'électricité qui pourra atteindre les 15 000 MW d'ici les 2035. Si on parle de 15 000 MW, ça veut dire qu'il y aura de l'hydrogène derrière. D'accord? Donc, on a une couverture du besoin local, on pourra transporter de l'électricité comme on pourra l'utiliser afin de produire de l'hydrogène gris, le vin. Bon, merci.